Bonjour à tous et merci à Clément pour cette invitation au Collège de France que je visite pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux exemples parmi les technologies que nous développons en partenariat industriel pour le traitement d'un certain nombre de pathologies osseuses. Donc, comme on est très à la bourre, je vais enlever ces deux transparents-là qui étaient de la présentation. Donc le premier système consiste en un ciment à base de phosphate de calcium combiné à un médicament anti-ostéoporotique dont l'objectif est de prévenir la fracture du col du fémur chez les patients ostéoporotiques. Et cette technologie a été développée dans le cadre d'un partenariat interdisciplinaire. Vous avez les partenaires qui sont indiqués ici, qui vont du process jusqu'à l'industrialisation et la clinique. Donc la problématique de l'ostéoporose, donc vous savez sans doute que notre squelette est en perpétuel remodelage sous l'effet de deux types de cellules, les ostéoclastes qui résorbent, qui détruisent l'os, et les ostéoblastes qui le reconstruisent avec une activité équilibrée pendant une longue partie de notre vie. Mais quand cet équilibre est rompu, eh bien, on arrive en situation d'ostéoporose où la résorption de l'os domine la reconstruction osseuse et on se retrouve avec des situations en termes de microarchitecture osseuse qui deviennent dramatiques avec donc des risques de fractures induits. Fractures qui vont concerner principalement les femmes au-delà de 50 ans. Environ 40% des femmes au-delà de 50 ans auront une fracture et ce chiffre glisse doucement vers 50%. Et ces sites de fracture sont localisés, c'est là où le turnover osseux est le plus rapide, c'est-à-dire les zones osseuses riches en os spongieux, c'est-à-dire le poignet, le col du fémur et les vertèbres. Et donc parmi les fractures les plus invalidantes, eh bien, c'est la fracture du col du fémur qui est la plus problématique. Et un des traitements habituels de l'ostéoporose, c'est l'administration systémique de médicaments de type bisphosphonate qui présentent un certain nombre d'inconvénients. L'inconvénient majeur étant la faible observance de la part des malades due aux contraintes liées à la prise du traitement. Ils ne se sentent pas malades en plus et il y a un certain nombre d'effets secondaires. Et donc notre stratégie, c'était de développer un système combiné injectable et implantable par chirurgie mini-invasive dans le col du fémur avec un double effet recherché. Tout d'abord un renforcement des fémurs ostéoporotiques, un renforcement mécanique immédiat, et deuxièmement une stimulation de la reconstruction osseuse. Et pour cela, on a développé un système à deux composants. Un premier composant qui est un bisphosphonate, donc qui est un médicament utilisé contre l'ostéoporose, et vous avez deux exemples ici, la landronate développée par Merck et qui est administrée par voie orale, et le zoledronate développé par Novartis, qui lui est délivré par voie intraveineuse. Et donc l'autre composante, eh bien, c'est un ciment à base de phosphate de calcium qui va avoir trois rôles principaux. Le premier, c'est d'amener un renforcement mécanique primaire, donc ça va être son premier mode d'action. Ça va être important sur le classement de son statut réglementaire notamment. La deuxième propriété, c'est sa composition qui est proche de la composante minérale de l'os. Et donc ce phosphate de calcium peut être résorbé in situ pour être remplacé par de l'os naturel. Et vous avez ici un exemple, alors ce n'est pas un ciment, c'est une céramique phosphocalcique qui est ici à implanter. Vous voyez qu'au bout de quelques mois, celle-ci disparaît et est remplacée par de l'os naturel. Donc, ce phosphate de calcium sert finalement quelque part de réservoir de calcium et de phosphate pour que les cellules reconstruisent de l'os. Et donc, le troisième rôle, et c'est le rôle principal de ce système, il va servir de support pour le bisphosphonate de telle façon que le relargage du principe actif in vivo va être complètement contrôlé. Alors, le point de départ, c'est un ciment développé par la société Grafsys que nous avons créé avec quelques camarades en 2005. Et ce ciment est sorti sur le marché en 2008. Et donc ce ciment est un mélange de 4 phosphates de calcium que vous avez ici. Le principal, c'est celui-ci. C'est le phosphate de calcium tricalcique alpha.
et on rajoute à ce mélange un polysaccharide qui va avoir comme rôle de rendre la pâte injectable. Et donc, quand vous préparez un ciment, eh bien, vous prenez un solide, vous ajoutez un liquide, vous obtenez une pâte qui va durcir à température corporelle. Et la chimie derrière tout ça, eh bien, c'est que ce phosphate de calcium en présence d'un tampon, la phase liquide c'est un tampon phosphate, eh bien, va se dissoudre. On va libérer des ions calcium et phosphate qui vont saturer le milieu et on va avoir précipitation d'un autre phosphate de calcium moins soluble qui va être une apatite déficiente en calcium. Et c'est ce que vous voyez ici sur ces deux clichés de microscopie électronique à balayage qui sont au même grossissement, où on voit ici les cristaux d'alpha-TCP et on voit les cristaux d'apatite qui commencent à pousser dessus. Et puis au bout de quelques temps, bien, ces cristaux grossissent, s'enchevêtrent, et c'est ça qui donne les propriétés mécaniques du ciment. C'est pareil pour les bétons, à part que ce n'est pas du phosphate de calcium. Et donc, si on veut mettre un bisphosphonate dans un ciment, eh bien, le premier problème qu'on va avoir à résoudre, c'est que les bisphosphonates sont très contre-productifs, puisque ce sont des retardants de prise de ciment qui sont utilisés notamment dans les bétons. Et donc, la question, c'est comment introduire ce bisphosphonate dans la formulation de façon à éviter l'effet retardant, puisque ça marche comment, l'effet retardant? Ici, on va libérer du calcium et du phosphate. Les bisphosphonates sont d'excellents chénateurs du calcium. Si le calcium est piégé par le bisphosphonate, on inhibe la réaction de prise du ciment. Et donc, l'idée, le concept clé de la technologie, il est ici. Au départ, on a pensé que ça devait être faisable d'avoir une réaction chimique où on remplacerait les sites de phosphate à la surface des particules de phosphate de calcium par un bisphosphonate. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on va contrôler le relargage du principe actif selon la réaction inverse, c'est-à-dire en présence d'un gradient de phosphate. Et comme on veut implanter ça dans des tissus osseux qui sont riches en phosphate, on devrait pouvoir contrôler le relargage du principe actif après implantation. Donc, on a testé un paquet de phosphate de calcium et on a constaté que la réaction attendue marchait sur ce type de phosphate de calcium. Donc, c'est une hydroxyapatite déficiente en calcium. Alors, la réaction, elle est toute simple. Donc, pour l'industrialisation, c'est cool. C'est juste mettre en suspension nos particules de phosphate de calcium dans une solution aqueuse de bisphosphonate. Et après un temps donné, on sépare les deux, la phase liquide de la phase solide. Si on étudie la phase solide par RMN du phosphore, sur le spectre 1D, eh bien, on voit la signature à la fois du bisphosphonate et du support donc de l'hydroxyapatite déficiente en calcium. Si on fait des essais de RMN, de corrélation phosphore-phosphore dans la RMN 2D, on voit des tâches de corrélation entre les deux signaux, ce qui veut dire que les sites de phosphore, de phosphate et de phosphonate sont proches à l'échelle moléculaire, et donc on a un greffage. Les intensités sont faibles puisque c'est simplement un phénomène de surface et donc le bulk de la particule ne voit pas le bisphosphonate. Si maintenant on étudie la phase liquide en mesurant le taux de bisphosphonate résiduel, par exemple par mesure du carbone organique total, eh bien on peut mesurer la distribution du bisphosphonate entre la solution et le solide à différents volumes de liquide avec différentes masses de phosphate de calcium et ceci à l'équilibre. Et donc, on a été capable de modéliser cette distribution du bisphosphonate entre la phase liquide et la phase solide. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la réaction qui a lieu, c'est bien celle qui est attendue, c'est-à-dire en surface, on va remplacer des sites de phosphate par du bisphosphonate avec relargage accompagné donc de phosphate. On voit que le bisphosphonate a beaucoup d'affinité pour la surface puisqu'on a une intégration quantitative jusqu'à obtenir un plateau qui correspond à la saturation des sites de surface. Et donc, on montre que le nombre de sites de surface est changeable et grosso modo le même, quelle que soit la nature du bisphosphonate. On montre que le relargage du principe actif est contrôlé par la concentration en phosphate dans le milieu, donc selon la réaction inverse. Et on a pu vérifier que notre modèle est prédictif. Et on a également vérifié que le bisphosphonate, lorsqu'il est relargué par le phosphate de calcium, a toujours son activité anti-ostéoporotique. Donc on a utilisé un modèle de résorption que je ne montrerai pas aujourd'hui. Donc ensuite,
On a testé les différentes options possibles pour introduire le bisphosphonate, en l'occurrence ici de l'alendronate, dans la formulation de ciment. Et donc, on a plusieurs options possibles. Soit on mélange le bisphosphonate dans le mélange solide, soit on le dissout dans la phase liquide, ou soit on le combine chimiquement avec une des composantes du ciment. Donc, soit dans le ciment, si vous vous souvenez, ou peut-être pas, il y a l'hydroxyapatite déficiente en calcium dans la composition, donc on peut le sorber chimiquement en surface, ou on peut faire d'autres types de combinaisons que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais on a testé l'ensemble de celles-ci. Et donc, pour voir l'effet comparé des modes d'introduction, eh bien, on va utiliser ici un analyseur de texture, c'est-à-dire que notre pâte de ciment, on va la mettre dans une seringue, on va extruder la pâte à vitesse constante et on va mesurer la force nécessaire pour l'extrusion. Et lorsqu'il n'y a pas de bisphosphonate, vous voyez qu'ici la force d'extrusion augmente, c'est-à-dire que la pâte s'épaissit, le ciment est en train de prendre, donc la force nécessaire pour l'extrusion est élevée. Et donc ce qu'on a pu constater, eh bien, c'est que lorsque le bisphosphonate est combiné à l'hydroxyapatite déficiente en calcium, selon le mécanisme que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est la meilleure façon d'introduire le bisphosphonate pour éviter, limiter en tout cas, l'effet retardant du bisphosphonate. La pire situation étant bien sûr de dissoudre le bisphosphonate dans le liquide, où on voit là que l'effet retardant est très élevé. Donc on a pu également le montrer avec une méthode que l'on a développée en partenariat avec le groupe d'Alain Valcarius à Nancy, qui permet de faire un suivi dynamique de la prise de ciment en conditions réelles, et où on va mesurer deux paramètres. La permittivité diélectrique epsilon prime qui rend compte de la polarité à l'interface solide-liquide, et donc la transformation d'alpha-TCP en CDA, on va la lire par ce paramètre-là. Et les pertes diélectriques epsilon seconde qui rendent compte de la mobilité des espèces ioniques en solution. Quand le ciment va durcir, la mobilité va diminuer. Et donc, on voit des changements très nets pour les deux paramètres. Et on a pu vérifier par suivi RMN du solide que ces changements de régime ici d'epsilon prime et d'epsilon seconde correspondent exactement au début de la réaction de transformation de l'alpha-TCP en CDA, donc de la prise du ciment. Donc je n'ai pas le temps de vous montrer comment on a fait ça, mais on a mis au point tout un modèle de simulation du relargage du principe actif dans des conditions in vivo simulées, puisqu'on n'est pas capable de le mesurer directement, les taux relargués étant trop faibles. Donc vous me faites confiance, on a pu mettre au point et valider ce modèle qui nous montre deux choses principales. Premièrement, il n'y a pas de relargage flash du principe actif, et ça c'est compréhensible, puisque le relargage n'est pas un relargage physique, mais un relargage chimique par le gradient de phosphate. Donc ça c'était attendu. Et on voit que le relargage est constant et relativement faible, puisqu'après 32 heures, 0,02% l'alendronate est relargué. Donc ces essais étant assez prometteurs, on a commencé à faire des études biologiques, d'abord biomécaniques. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur le cadavre à Paris. Et donc là, on a pris 12 paires de fémurs ostéoporotiques de cadavres. Et ce que l'on a fait, c'est que pour chaque paire, on a injecté un fémur avec le ciment. Et vous voyez ici un ciment injecté. Donc vous voyez que c'est très très vide, hein. Il n'y a plus grand-chose comme architecture osseuse dans les fémurs ostéoporotiques. Donc tout ça, c'est du ciment. Et donc on a laissé l'autre fémur comme contrôle. Et on a simulé sur ce type de machine une fracture pertrocantérienne, qui est une fracture très classique quand une personne âgée tombe par terre. Et donc, on mesure la force nécessaire pour fracturer le col. Et vous voyez ici les cols fracturés. Ici, c'est le col qui a qui a été injecté avec le ciment. Et ça, c'est le fémur témoin. Et ce qu'on constate, eh bien, c'est que la force nécessaire pour fracturer fracturer les cols injectés avec du ciment est 2 fois plus élevée que pour le contrôle. Donc ça, c'est déjà intéressant. Mais la force nécessaire pour fracturer est quasiment la même que celle pour un fémur sain. Donc on est quasiment revenu à la normale. Et donc ça, c'est intéressant, ça montre que injecter un ciment dans le col du fémur, ça le renforce immédiatement. Bon, intuitivement, on pouvait le penser, mais on l'a vérifié.
Et donc ensuite, on a fait des études précliniques, tout d'abord sur le petit animal, puis sur le gros animal, en l'occurrence un modèle de brebis ostéoporotique où, par ovariectomie, eh bien, on va déclencher une ostéoporose et on a une baisse de la densité osseuse au bout de 6 mois qui est d'environ 40%. Donc après 6 mois, eh bien, les brebis sont opérées, c'est-à-dire qu'on va forer un trou dans la tête fémorale, vous le voyez ici, on va la bourrer de ciment. Donc c'est ce qu'on voit, hop là, j'ai plus de courant, si, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et puis là, donc ça c'est une vue X et ça c'est une vue MEB qui est prise perpendiculaire à l'axe de forage. Et donc la situation 2 jours après implantation, c'est celle-ci. Vous voyez ici le ciment. Les fissures ici, c'est simplement des artefacts lors de la coupe. Et puis vous voyez ici des petits débris d'os qui correspondent au fait qu'on a mis un coup de perceuse dans l'os. Donc ça génère des débris tout autour. Mais par contre, 12 mois après implantation, on voit trois faits principaux. Tout d'abord, le ciment a commencé à se dégrader. Il a été remplacé par de l'os, c'est ce que vous voyez ici sur des zones gris un peu plus foncées. Et, fait remarquable, on a redensifié la trame osseuse. Donc c'est un résultat extrêmement prometteur, mais comme on ne cherche pas à guérir les brebis, l'objectif maintenant c'est de tester ça sur l'homme, donc faire des tests cliniques. Donc on a été un petit peu retardé parce que l'ANSM a durci les aspects réglementaires, mais un dossier d'études cliniques a été déposé par la société Graftis au tout début d'année, donc on espère pouvoir commencer les essais cliniques cette année. Donc ça, c'est 2 projets parmi d'autres que nous développons. Nous en avons 2 autres au moins sur le tapis. Le premier, c'est préparer des ciments à radiopacité améliorée, notamment pour le renforcement de vertèbres fragilisées, où là, on est sur un site qui est complètement ouvert et où le chirurgien doit voir la première goutte de ciment qui s'écoule. Et le contraste entre l'os et le ciment n'est pas suffisant pour garantir cela. Donc là, l'idée, on a une formulation qui est déjà optimisée, c'est d'ajouter des radiopacifiants hydrosolubles dans la formulation de ciment de façon à augmenter sa visualisation. Et ça, c'est un projet que l'on développe en partenariat avec Graftis et Guerbet et qui est là très bien avancé. Et puis, autre problématique qui nous intéresse beaucoup et là où nous sommes aussi très avancés, c'est l'addition d'ion gallium dans des formulations de ciment phosphocalcique. Le gallium ayant des propriétés antirésorptives, avec des mécanismes qui sont différents de celui des bisphosphonates, et aussi des propriétés antimicrobiennes. Et on a là, sur des essais qui sont en cours, des résultats très intéressants. Donc, pour terminer, juste remercier les gens qui nous ont financés sur ce projet. Au début, il y avait le CNRS, le regretté programme Matériaux nouveaux, fonctionnalités nouvelles, qui a eu vraiment une bonne utilité à son époque, relayé par l'ANR et actuellement par le Fonds unique interministériel avec la société Graftis et le pôle de compétitivité Eurobiomed. Et je vous remercie de votre attention.